Bonjour à tous, merci de choisir Sud FM Sen Radio pour vous informer à la une de l'actualité de Sud Midi. Samba Sall, doyen des juges, inhumé à Sokone cet après-midi après une cérémonie de levée du corps ce matin à Dakar. Occasion pour les proches, la famille judiciaire de lui rendre un dernier hommage. Des témoignages à suivre dès le début de cette édition. Absence de spécialistes à l'hôpital de Ziguinchor, la lutte se poursuit. Les travailleurs déroulent un vaste plan d'action. Une grande marche est prévue sous peu. L'activiste Guy Marius Sagna, dans le sud du pays, se dit scandalisé par la situation de l'hôpital. Il soutient le combat. Et puis, toujours dans le cadre de l'actualité, la réaction de la mairie de Ziguinchor, accusée de boulimie foncière et qui apporte des précisions suite aux habitants de la cité Paul Kandialan qui refusent le lotissement du quartier. 32 ans après le conflit sénégalo-mauritanien, attendent toujours de disposer d'une pièce d'identité. Ils ne peuvent ni retourner chez eux et ne bénéficient d'aucune aide de la part des organisations internationales. Leur situation est précaire. Témoignage également à suivre dans cette édition. La polémique autour du vaccin AstraZeneca se poursuit. Hong Kong suspend sa commande. La France prévoit Pfizer ou Moderna pour les moins de 55 ans qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca. Et puis retenez que le prince Philippe est décédé, époux de la reine Elisabeth II. Il est décédé ce vendredi à 99 ans. Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Tuna sur la mise en onde de cette édition. Le doyen des juges Samba Sall, inhumé aujourd'hui à 15h à Sokone, décédé hier à Dakar. La cérémonie de levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Proches, amis à la famille judiciaire lui ont rendu un dernier hommage. Le doyen des juges Samba Sall a instruit plusieurs grands dossiers dont l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko. Il a toujours effectué son travail avec humanisme, témoigne Maître Hassan Diomania au micro de Ismaël Marcel Koli. Je pense que c'est une perte énorme et depuis hier nous sommes bouleversés, nous sommes pratiquement tétanisés tellement la nouvelle est brusque, mais également c'est en raison de la proximité avec l'homme, mais surtout de ce qu'il représentait dans le milieu judiciaire ces dernières années. Je crois que le juge Samba Sall, c'est celui qui polarisait l'attention des journalistes, de l'opinion, de par les dossiers qu'il a eu à gérer. Mais c'est également des servitudes, des charges qui sont inhérentes à la fonction de juge d'instruction, surtout de doyen des juges d'instruction. Napoléon Ier disait du juge d'instruction qu'il est l'homme le plus puissant de France. Et vous comprendrez dès lors qu'il fut au devant de l'actualité, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce sacerdoce, en tout cas par ses servitudes, il a toujours su s'élever au-dessus de certaines contingences. C'est-à-dire, il ne prenait pas de décisions de par son propre vouloir, mais il rendait la loi, il faisait appliquer la loi. Parce que le rôle du juge d'instruction, c'est d'instruire à charge et à décharge. Et à travers cette mission, il peut être amené à retenir une personne momentanément le temps de la mettre à sa disposition et surtout pour garantir des garanties de représentation. Et ça, il le faisait évidemment sans scrupule, mais dans un humanisme tellement doux que la personne qui subissait ces mesures, évidemment, ne sentait pas ces mesures. Tellement il vous mettait à l'aise, il vous expliquait pourquoi il est amené à vous retenir, à vous placer son mandat de dépôt, à vous inculper, parce qu'il doit faire des actes qui nécessitent cela. Mais ce n'est jamais de gaieté de guerre qu'il le faisait. Maître Hassan Diomania qui revenait donc sur les qualités du juge Samba Sall, doyen des juges décédé hier. Il sera inhumé à 15h ce vendredi à Sokone. Une cérémonie de levée du corps a été organisée ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Occasion pour des proches, des amis et des autorités de lui rendre un dernier hommage. Écoutons d'ailleurs à ce propos la réaction de Maître Djibril War, toujours avec Ismaël Marcel Koli. Ce qu'il est, c'est ce que doit être tout Sénégalais, toute Sénégalaise. Bien éduqué, poli, courtois, compétent, courageux. Et avoir la foi, la piété. Et donc il réunit toutes ces qualités. Donc c'est moi l'homme politique, le député, que plutôt le praticien du tribunal. Qui parle de l'homme que j'ai connu dans le cabinet.
à l'occasion des missions judiciaires, donc instruite par son cabinet en matière de détournement ou d'autres faits pénalement répréhensibles. Donc un homme affable, toujours souriant, et qui traîne une longue maladie, j'ai même entendu. Mais ma foi, ceux qui se réclament du bois sacré, dire que c'est ma foi, donc déjà vous montrez que c'est un homme courageux. C'est un homme courageux. L'affaire Sonko Aïda Sarr vous permet davantage de savoir que lui, il n'est pas obligé de prendre ce dossier, c'est lui qui l'a pris lui-même, malgré les menaces de Ousmane Sonko, nommément, qui a menacé Bassirou Gueye, qui a nommé le juge Mamadou Seck. Mais c'est lui le doyen des juges, en fait, mais qui a demandé à saisir de ce dossier. Ça, il faut le savoir. Donc ça, c'est même pas le courage, c'est ce que doit faire un homme, un Sénégalais. C'est comme ça qu'il est. Courageux et à la fois en bandoulière. Un juge très compétent, majeur de sa promotion, perd ses parents à 7 ans, et vraiment face à son destin et l'affection de ses parents, personne ne l'a su. Quand il discute avec vous, vous ne pouvez pas savoir que lui, il n'a ni père ni mère depuis longtemps. Il s'en souvient à peine de sauver sa mère. Donc sous le cocon de sa grand-maman qu'il a éduquée, dans les règles vraiment strictes de nos valeurs socio-culturelles et religieuses, et qui ont fait de lui l'homme qu'il a été, qu'il a incarné. Des témoignages à la levée du corps du doyen des juges Samba Sall, décédé hier à Dakar. Il sera inhumé aujourd'hui à 15h à Sokone. Un décès lié au Covid-19, 70 nouvelles contaminations, 45 sont issues de la transmission communautaire, dont 24 dans la région de Dakar. 201 patients sont aujourd'hui sous traitement, 21 en réanimation. Le point du jour avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1441 tests réalisés, 70 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,48%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons noté 25 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée et 45 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 24 cas. Les autres régions totalisent 21 cas. 61 patients suivis ou hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 21 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce jeudi 8 avril 2021. À ce jour, 39 307 cas ont été déclarés positifs, dont 38 031 guéris, 1074 décédés et donc 201 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, un total de 334 236 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Les personnes ciblées par la vaccination doivent également veiller à aller se faire vacciner au niveau des lieux de vaccination désignés, de conserver leur carte de vaccination après avoir été vaccinés, de ne pas oublier la seconde dose prévue à cet effet. Le point du jour avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye qui révèle qu'un nouveau décès lié au Covid-19 a été enregistré et 70 nouvelles contaminations recensées sur l'étendue du territoire. Dans le sud du pays, les travailleurs de l'hôpital de Ziguinchor qui déroulent un plan d'action pour réclamer l'affectation de spécialistes exigés de meilleures conditions de travail peuvent désormais compter sur le soutien de l'activiste Guy Marius Sagna. En visite dans le sud du pays, il se dit scandalisé par la situation à l'hôpital. Une grande marche est annoncée à Ziguinchor pour protester. Ben Michel Kanfoudi. Guy Marius Sagna enfile une robe d'avocat pour défendre les travailleurs du centre hospitalier régional de Ziguinchor qui déroule un plan d'action depuis plus d'un mois. Après une audience que lui a accordée l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital régional de Ziguinchor, l'activiste a exprimé son indignation face à la situation que vit la structure hospitalière. Nous sommes sortis de cette rencontre inquiets. Nous sommes sortis de cette rencontre apeurés. Nous sommes sortis de cette rencontre choqués. Nous sommes sortis de cette rencontre scandalisés parce que ces braves hommes, ces braves femmes, membres de l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital régional de Ziguinchor nous ont présenté. Cet hôpital régional de Ziguinchor n'est un hôpital régional que de nom. Cet hôpital régional de Ziguinchor manque de tout. Il n'y a pas de cardiologue, il n'y a pas de néphrologue, il n'y a pas suffisamment d'urgentistes, il n'y a pas de gastro, il n'y a pas de médecin réanimateur, il n'y a pas
de pneumologue. Dans cet hôpital régional de Ziguinchor, certains travailleurs ont le statut de stagiaire depuis plus de 10 ans. Abdoulaye Diouf Sarr, vous ne devez pas mépriser les travailleurs de l'hôpital régional de Ziguinchor. Guy Marius Sagna n'a pas manqué de tirer sur le gouverneur de Ziguinchor et l'élite politique de la région qui, selon lui, ont une part de responsabilité dans cette situation. Nous dénonçons le mutisme de toutes les autorités locales, mais nous dénonçons aussi ceux-là qui, au lieu de venir rencontrer les travailleurs, au lieu d'être leur porte-parole, se préparent à organiser des meetings à centaines de millions. Vos militants sont soignés par ces femmes, par ces hommes braves, dignes, patriotes. Cet argent pour mobiliser du bétail électoral afin de faire croire au président de la République que vous êtes important. Mais ces moyens-là, mettez-les dans l'hôpital régional. L'activiste promet une grande marche à Ziguinchor pour alerter l'opinion nationale et internationale. Il s'agit de nous mobiliser pour la libération de l'hôpital régional de Ziguinchor. Il s'agit de nous mobiliser pour l'émancipation de l'hôpital régional de Ziguinchor. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Restons à Ziguinchor pour parler du litige foncier à la cité Paul Kondialan. La mairie de Ziguinchor, accusée de boulimie foncière, apporte des précisions et estime que tout a été fait dans les règles de l'art. Mamadou Lamindia, directeur de cabinet du maire Abdoulaye Baldé, nous explique au micro de Ignace Ndeye. Les précisions que nous allons apporter sans pour autant entrer dans des veines polémiques, c'est de rappeler aux populations de Cité Paul que d'abord ce lotissement en question est un lotissement du quartier de Djibok. Eux, ils ont été rattachés à ce processus parce qu'ils en avaient demandé et exprimé le besoin au maire pour qu'ils puissent en bénéficier. Il faut rappeler que leur occupation était tellement anarchique qu'il était très difficile de procéder à un lotissement parce qu'à défaut, c'est des centaines de familles qui allaient être délogées. Le maire a demandé qu'on procède à ce qu'on peut appeler une restructuration, c'est-à-dire de se faire de telle sorte que le maximum de familles puissent être maintenues. Maintenant, par rapport au problème de dimension qu'il parle, quand les services techniques viennent sur un site, sur un espace de 150 mètres carrés ou de 300 mètres carrés, ils trouvent 4 bâtiments qui appartiennent pratiquement à la même famille. Le père peut construire sur un espace, le fils construit à côté, le neveu construit à côté. Les services techniques viennent, dans le recensement, ils recensent les 4 bâtiments qui existent sur un même espace. Et on fait de sorte que chacun des occupants de ces bâtiments-là puissent être attributaires de l'espace qu'ils occupent déjà. Donc c'est ce qui fait que certains n'ont pas pu se retrouver avec des lots normaux. Et donc ils ont dit que ils ne veulent pas de demi-lots. Non mais attends, tu ne peux pas occuper un demi-lot dans un lot entier et vouloir après bénéficier d'un lot entier, ça c'est impossible. Ils ont occupé un demi-lot, ils ont été attributaires d'un demi-lot. C'est ça la vérité, parce qu'au-delà des occupants réels, il y a des gens qui étaient sur des voies. Quand on dégage des voies, on va naturellement déloger des gens et il faut les reloger dans les autres espaces. Donc on ne peut pas, pour quelqu'un qui occupait déjà je ne vais même pas dire un demi-lot, un quart de lot, prétendre à vouloir avoir un lot entier, c'est impossible. Il faut que les gens soient quand même un peu raisonnables. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Elles ont parlé, ces populations, d'arrêter en tout cas ces lotissements. Vous parlez de restructuration. Non, en fait, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Et ça, je pense qu'en fait, il est beaucoup plus responsable qu'ils viennent envers l'institution municipale, poser les bonnes questions et avoir les bonnes réponses. Je pense que c'est ça l'attitude le plus responsable. Aujourd'hui, le processus de lotissement, il a débuté depuis 2014. Ça fait aujourd'hui 7 ans qu'on vient d'achever ce processus-là. C'est parce que le maire a toujours insisté sur un aspect de transparence, un aspect social. Des propos recueillis par Ignace Ndeye, entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Sans lui, la transformation des produits locaux, une filière porteuse à pâle. Des jeunes ont relevé le pari et créé une start-up. Des étudiants qui veulent également participer au développement de leur localité. Et reportage signé Yves Tendeng. La Paloise, c'est un cocktail d'étudiants qui ont eu la volonté de faire vivre à leur population ce qu'on appelle le miel du développement. Ils sont tous des étudiants et ont fait des formations dans divers domaines. Il y a ceux qui ont fait le marketing, il y a ceux qui ont fait la biologie et il y en a d'autres qui ont fait aussi ce qu'on appelle la communication digitale. Des étudiants qui, malgré les impacts de la Covid-19, n'ont pas du tout baissé les bras. C'est ainsi que pour promouvoir l'employabilité des jeunes au niveau de leur commune Képal, ils ont mis en place une start-up dénommée La Paloise. Alioune Diop en est le directeur général. Implanté ici à Pal depuis l'avènement de la Covid-19 en mars 2020. Donc c'est une entreprise, une start-up qui évolue dans le domaine de la transformation des produits locaux. C'est-à-dire les produits laitiers et les produits comme par exemple les jus naturels, les sauces pures et le lait pur. Donc nous évoluons aussi dans la transformation des céréales à base de mil ou bien à base de riz.
Donc cette entreprise a été créée pour surtout participer au développement de notre chère localité. Ramatoulaye Diakhaté, une autre habitante de la localité, s'active elle aussi dans la transformation de jus locaux. Nous fabriquons beaucoup de produits. Nous faisons des transformations de jus locaux comme le bissap, le gingembre, tamarin, pain de singe et bissap blanc, bissap rouge. Il y en a beaucoup quoi, des melons, pastèques aussi, des mangues. Ces jeunes de la localité de Pâle organisent d'ailleurs ce samedi un panel sur le thème « Pourquoi entreprendre dans un contexte de crise généralisée ?» avec comme parrain Cheikh Abdou Karim Diop, un opérateur économique et natif de la localité qui depuis longtemps les a énormément appuyés. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tandeng, pendant ce temps, l'association des agents de sécurité de proximité de la première heure a fait face à la presse pour décrier leurs dures conditions de travail. Ces agents de sécurité estiment que le volontariat doit être un passage obligatoire vers la fonction publique après 8 ans de service. Ils demandent au chef de l'État leur insertion ou, à défaut, la pérennisation du corps spécial des ASP. Écoutons à ce propos Atoumane Samb au micro de El Hadj Moussa Thiam. Nous, agents de sécurité de proximité de la première génération, sommes réunis en ce jour pour signifier nos doléances qu'ils étaient un sacerdoce pour nous. Nous exigeons l'intégration des agents de sécurité dans la fonction publique ou la pérennisation du corps spécial des ASP. L'assistanat à la sécurité s'est engagé pour un contrat de 2 ans renouvelable. Aujourd'hui, pour un contrat de 2 ans renouvelable une seule fois, après évaluation du service rendu. Aujourd'hui, nous sommes à notre 8e année d'engagement civique. Sachant que dans certains pays, le volontarisme est un passage obligatoire et nécessaire pour une future intégration dans la fonction publique. Au moment où les jeunes bravaient les mers pour rallier l'Europe, nous avons vraiment préféré rester dans ce pays pour servir notre patrie. Vu les multiples divers services qui nous ont été confiés durant toutes ces années, nous avons exercé durant toutes ces années avec dévouement sur tout le territoire national. L'État et tous les services utilisateurs ont apprécié nos compétences. Suite aux déclarations du président de la République pour l'insertion, pour la formation et l'insertion des jeunes, nous, ASP, pensons être dans les dispositions d'une intégration directe à la fonction publique. Nous lançons un appel solennel au chef de l'État, M. Macky Sall, dans sa bonne volonté, dans sa bonne initiative d'assistance à la jeunesse. Nous, ASP, sollicitons son attention pour notre intégration dans la fonction publique ou la pérennisation du corps spécial des ASP. Je vous remercie. Et puis, 32 ans après le conflit sénégalo-mauritanien, 14 000 réfugiés mauritaniens attendent toujours de disposer de leurs pièces d'identité. Ils ne peuvent ni retourner chez eux et ne bénéficient d'aucune aide. Leur situation est précaire, nous dit Abdourahmane Sy, donc membre de la coordination des réfugiés mauritaniens. Il est joint par les Mariam Ndiaye. Ni les deux États frères, ni le CEDEAO, l'Union africaine, la communauté internationale, personne ne s'intéresse à notre sort. Donc ça devient encore plus douloureux. Quand on élève la voix, on aimerait au moins quelques entendeurs. Mais là, on ne le cautionne pas jusqu'à ce jour-là où je vous parle. Parce que 14 000 réfugiés continuent vraiment de vivre dans le calvaire sur le sol sénégalais. Parce que tout simplement, il ne faut plus retourner en Mauritanie. Ils ne peuvent pas devenir sénégalais, ils ne peuvent pas aller ailleurs aussi. Donc c'est vraiment lamentable. On vit avec le calvaire que vous connaissez, que tout un chacun connaît, puisque le mode de vie des populations est connu de tous actuellement. La vie et la conjoncture est dure. L'arrivée de la pandémie vient encore enfoncer le clou. Donc on se dit peut-être que le sort a fait qu'on nous a laissé avec notre propre sort. Donc personne ne s'intéresse à nous. Depuis 30 ans, 14 000 réfugiés sur le sol sénégalais qui n'arrivent pas à rentrer chez eux, qui ne peuvent pas avoir des papiers au niveau du Sénégal. Donc c'est vraiment lamentable. Il y a un problème de documentation, on ne peut pas nous identifier. Les passeports sont bloqués puisque personne ne peut voyager, même s'il a ses propres moyens à se débrouiller pour voyager, aller au moins se colporter pour changer un peu la situation socio-économique. L'identification n'existe pas puisque même la carte qui sont distribuées, il n'y a aucune institution qui est avertie par rapport à ce document qui est bel et bien signé par le ministère de l'Intérieur. Donc toutes ces considérations
donne la somme de tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui actuellement. Et puis un mot de l'actualité hors de nos frontières pour boucler avec la disparition du prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II. Il est décédé. C'est avec un profond chagrin que Sa Majesté la reine a annoncé la mort de son époux bien-aimé, le prince Philippe, duc d'Édimbourg. Selon un communiqué de Buckingham, il est décédé ce vendredi paisiblement à l'âge de 99 ans. Parlons à présent de la vaccination contre le coronavirus. L'OMS a réitéré ce vendredi qu'elle ne pouvait, faute de données adéquates, faire des recommandations sur un changement de vaccin anti-Covid entre 2 doses, comme la France compte le faire pour les moins de 55 ans qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca. En effet, la France a décidé donc pour les moins de 55 ans qui ont déjà reçu une première dose du vaccin AstraZeneca de poursuivre la vaccination avec d'autres vaccins. AstraZeneca a donc de nombreux arguments en faveur d'une deuxième dose différente selon les autorités françaises qui ont annoncé cette décision ce vendredi, décision annoncée par la haute autorité de santé française. Quelques 533 000 personnes sont concernées en France. Elhadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Hadja, c'est une actualité sportive que nous ouvrons par le football avec les compétitions interclubs. Coupe CAF, 4e journée des phases de poule. Salitas du Burkina Faso qui reçoit le Giraffe de Dakar. Le match est prévu lundi à 13h. L'équipe de la Médina et au Burkina Faso, depuis ce vendredi, la mission avancée dirigée par Amadou Diop Boybani déjà sur place pour préparer le terrain. Les détails avec Léonard Diagne, il est le secrétaire général du Giraffe de Dakar. On l'écoute. On le prépare comme nous avons préparé tous les autres matchs. Il n'y a pas une grande différence par rapport aux précédents matchs. Donc nous avons toujours tenu compte de cette compétition, de la spécificité de cette compétition, qui veut qu'à tous les points de vue, nous soyons organisés au plan de logistique, au plan des conditions optimales, où il faudrait mettre les joueurs pour pouvoir en tirer le plus de ces derniers. Donc, il faut dire que nous avons, comme d'habitude, mis quelqu'un en mission avancée, en l'occurrence Amadou Diop, qui est déjà au Bénin depuis lundi et qui va nous accueillir certainement tout à l'heure pour nous permettre maintenant d'aller vers le match le 12. Quel est le rôle de cette mission avancée? Mais justement, vous savez, il est plus facile aujourd'hui de se rendre en Europe que de se déplacer dans le continent africain. Donc, pour nous, l'importance de cette mission avancée, c'est de pouvoir prendre les devants sur l'aspect surtout logistique, au plan de l'hébergement, au plan de la restauration, au plan des terrains d'entraînement, que tout cela soit réglé bien avant que l'équipe n'arrive. Ce qui nous a en tous les cas permis, depuis le début de cette compétition, de pouvoir bien voyager. Nous avons bien abordé nos matchs à l'extérieur et en grande partie cela est dû à cette mission avancée que nous nous sommes toujours imposés et qui nous réussit fort si bien. C'était donc Léonard Diagne, le secrétaire général du Giraffe de Dakar en Ligue des Champions pour le compte de la 6e journée et des phases de poule. Zamalek d'Égypte reçoit Teungueth FC, coup d'envoi demain à 16h. Teungueth FC est déjà éliminé alors que Zamalek, 3e est encore en course pour la 2e place qualificative pour les quarts de finale. Pour cause de Coupe d'Afrique, les matchs Pékin, Teungueth FC et Niary Tally Giraffe ont été reportés. Cette 13e journée de la Ligue 1 qui débute demain avec Dakar Sacré-Cœur, Mbour Petite Côte. Suite et fin dimanche, Génération Foot, Ndiambour Dorgo, Casa Sport Douane, Seneps Djambar, Stade de Mbour contre Union Sportive de Gorée. D'ailleurs, Maître Augustin Senghor un hommage sera rendu à Maître Augustin Senghor, vice-président de la Confédération africaine de football, par ailleurs président de la Fédération sénégalaise de football. C'est une décision prise par les responsables du Stade de Mbour. Ce sera en présence du ministre des Sports Matarba. Et puis pour le compte de la Ligue 2, voici le programme de la 13e journée. Ce samedi, on suivra Amitié FC, Diamono Fatick, Africa Promo Foot Renaissance, Demba Diop, Guédiawaye Football Club, EG Fatick Thiès FC, Duc Port, fin dimanche avec Linguère Keur Madior et Ouakam contre Sonacos Sadaïs. Merci beaucoup Elhadj Malick Ndiaye. Place à la page culture avec Amadou Moustapha Dian. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. À l'approche du Ramadan, plusieurs sketchs, prêches et autres émissions dénaturent la religion et sont très proches de la parodie, raison pour laquelle le CNRA, Conseil national de l'audiovisuel, est en tournée pour sensibiliser les acteurs et aussi les familles religieuses par rapport à ces questions.
pour évoquer cette thématique, nous recevons Pafay. Il est le président de l'ARCOS, Association des comédiens du Sénégal, mais aussi membre du CNRA. Le sens de cette sensibilisation-là, c'est justement pour pouvoir protéger les populations, protéger nos valeurs, éviter justement qu'on nous mette des anti-valeurs, voilà, dans nos diverses croyances, surtout l'islam. Il y a une façon de faire de la parodie qui n'est pas du tout élégante. Moi, je pense que quand on doit sensibiliser sur les préceptes de l'islam et sur les interdits du ramadan, il y a une manière de faire. Ce n'est pas qu'on va être en dérision d'islam. Ça, c'est justement des choses que les CNRA condamnent fortement. Et c'est nous, en tant qu'artistes comédiens de l'État, c'est nous condamnons cela. Et nous avons déjà prévenu nos artistes comédiens en leur demandant de ne pas suivre justement ce que le scénariste vous propose et qui pas en porte-à-faux avec les recommandations de l'islam. Si un producteur, si un scénariste, un réalisateur propose de dire des choses qui ne correspondent pas à ce que le Coran nous dit aux enseignements coraniques, alors là, on ne peut pas, il faut refuser. Est-ce que ces comédiens sont réceptifs? Parce que la plupart du temps, c'est la concurrence qui crée ces types de dérives. Oui, mais on peut faire une concurrence, mais une concurrence saine. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est justement poser des jalons, de manière à éviter à ce que les artistes tombent dans l'erreur. C'est ce que nous faisons. Mais non, si une fois pour des raisons des raisons de vie ou des raisons économiques, ils veulent tourner en dérive, ce que nous avons comme valeur essentielle, surtout sur le plan islamique. Mais ce que nous pouvons faire, c'est justement poser les intérêts en disant qu'il faut éviter ceci et qu'il faut éviter cela. Maintenant, ça n'engage en rien la responsabilité du CNRA et des artistes, des présidents de l'organisation que nous sommes. Le CNRA a dit ce qu'il devait, a dit ce qu'il faut faire. C'est interdit, justement, avec bien sûr quelquefois des mises en demeure, pour que les gens, les artistes ne frissent pas la bêtise, ne frissent pas l'errorité, bien même à jusqu'à opérer des instituts qui tournent en territoire. Et puis l'ASPT, Agence sénégalaise de promotion touristique, est à Saint-Louis pour relancer le secteur touristique et revoir la chaîne de l'industrie culturelle et touristique au niveau de la capitale du Nord en vue d'enclencher la relance touristique. Voici Bachir Sissé, il est le président du syndicat des acteurs hôteliers de Saint-Louis. On a eu des échanges très positifs parce que nous avons parlé non seulement de la relance, mais aussi de ce que le syndicat d'initiative, en tant que relais de l'ASPT, est en train de réaliser à Saint-Louis. Nous l'avons présenté. Aujourd'hui, le syndicat d'initiative participe à la promotion et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a déjà un éductour qui est prévu. Avant l'éductour, il y a un voyage de presse qui est prévu. Et ensuite, on fera 2 éductours, un éductour international avec les Théo français et bien sûr belges, et aussi un éductour avec toutes les agences de Dakar et de quelques régions pour leur permettre encore une fois de montrer ce que Saint-Louis propose. Donc je pense que c'était plutôt très positif. Le fait de venir toucher carrément les sensibilités, je pense que ce que nous traversons aujourd'hui, que ce soit au niveau national et au niveau international, c'est connu de tous. Maintenant, comment faire pour relancer l'activité? Et je pense que c'était très important aujourd'hui de tenir cette séance de travail, de décliner un peu les projets et surtout maintenant d'y croire et main dans la main, essayer de voir comment relancer ce tourisme qui a aussi des potentiels. Je pense que Saint-Louis n'est plus à vendre. Les gens aiment Saint-Louis de par l'hospitalité, de par le patrimoine. Il y a des projets qui sont en cours, le DG l'a rappelé tout à l'heure. Donc oui, je pense qu'on est tous en tout cas dans cette même élan de relance et d'où effectivement aujourd'hui la pertinence de recevoir le DG de l'ASPT. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. À 12h39, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés
Le doyen des juges Samba Sall, inhumé ce vendredi à 15h à Sokone, décédé hier à Dakar. La cérémonie de levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital principal de Dakar, occasion pour les proches amis et la famille judiciaire de lui rendre un dernier hommage. Puis un décès lié à la Covid-19 et 70 nouvelles contaminations enregistrées ces dernières 24 heures. 201 patients sont sous traitement. À Ziguinchor, les travailleurs déroulent un vaste plan d'action. Une grande marche est prévue sous peu. Les travailleurs de l'hôpital de Ziguinchor poursuivent la lutte pour l'amélioration des conditions de travail et de prise en charge. L'activiste Guy Marius Sagna en visite se dit scandalisé. Il soutient le combat. La polémique autour du vaccin AstraZeneca se poursuit. Sa commande, la France prévoit Pfizer ou Moderna pour les moins de 55 ans qui ont pourtant reçu une première dose de AstraZeneca. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Hassan Thioune a assuré la mise en onde. Retrouvée à 13h et l'âge mort de Faye pour le journal en Wolof. Bonne suite de programme. Que vous soyez à travers le monde, téléchargez l'application Sud FM Radio Sénégal pour écouter en direct ou en replay vos émissions préférées. L'appli Sud FM Radio Sénégal est disponible sur Android et Windows Phone. Sud FM, première radio privée du Sénégal.